Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Mathieu Pousse. Je travaille chez Ouest France. Je suis développeur, lead développeur. Et ce matin, il y a une présentation de François Guillaume sur l'architecture qu'on essaye d'avoir chez Ouest France. Ça, c'est la vision d'un architecte, c'est ce vers quoi on tend. Et moi, je viens vous expliquer un petit peu les écueils qu'on a pu avoir en mettant en place vraiment concrètement l'architecture. Et ça, c'est la vraie histoire. Donc forcément, je vais parler que des choses qui n'ont pas marché. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est en prod et qu'on arrive à servir des pages. Donc voilà, il faudra tempérer mon discours. Donc Ouest France, c'est le journal papier et on essaye petit à petit de faire un vrai virage sur le numérique, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Globalement, c'est un site qui sert aujourd'hui entre environ 60 millions de pages par mois. Et l'objectif, c'est de monter à 100 millions de pages par mois. Donc je suis assez content parce que déjà, c'est pour la première fois un projet sur lequel je travaille qui va servir à quelque chose et que les gens utilisent. Il n'y a pas 5 utilisateurs par mois qui viennent sur ce truc-là. Donc ça donne un défi intéressant. Et l'idée, c'est qu'avant, c'était servi par un Drupal qui a fait son affaire pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, il a été tordu, étendu quasiment au maximum, et aujourd'hui on n'arrive plus à le faire évoluer. Donc l'année dernière, il y a eu une décision de refondre complètement le site. Et donc on est parti d'une feuille blanche. Donc on a laissé libre cours à notre imagination, et on a pu partir sur une architecture orientée plutôt en service, plutôt qu'un gros monolithe Drupal. Et on a profité aussi pour revoir le mode de delivery, passer sous Docker, et du coup dans Kubernetes. On a aussi, plus pour des raisons de délai au début, décidé de partir dans le cloud, et du coup la stack en dessous de Kubernetes, c'est Amazon. Donc on est vraiment full cloud. Alors il y a quelques contraintes chez Ouest France qui ont l'air de rien, mais c'est que... Alors c'est principalement un média régional, mais c'est quand même national et aussi international, ça traite de l'actualité du monde. Et du coup, globalement, si on prend une timeline, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'être disponible globalement 24 heures sur 24. On ne sait pas l'actualité, il n'y a pas vraiment de moments où il y a des creux où on peut se permettre d'arrêter le service pour faire des mises en prod. Donc ça, c'est une première contrainte assez intéressante. On va vraiment être obligé de faire de la haute disponibilité. Une autre caractéristique, c'est que la plupart des sites de médias, globalement, la majorité du trafic, elle arrive grâce à des moteurs de recherche. Donc principalement Google, mais il y a aussi Sony, Samsung, tous ceux qui permettent d'avoir un fil d'actualité dans votre téléphone. Ils viennent crawler le site de Ouest France, récupérer des articles qui performent, et ils vous les proposent dans votre mobile. Donc, pour être bien référencé, il y a plusieurs manières. Il y a une partie très fonctionnelle où on met des métas dans les pages HTML, histoire que le moteur de recherche soit content et comprenne de quoi on parle. Et il y a une autre chose, c'est la performance. Ils préfèrent largement les sites qui sont performants, qui peuvent encaisser de la charge pour rediriger du trafic chez eux. Et pour faire ce truc-là, ils se basent principalement sur un indicateur sur lequel, moi, en tant que développeur back-end, j'ai vraiment un levier, c'est le TTFB, c'est le temps qui se passe entre le moment où le client a envoyé la demande d'accéder à une page et le moment où il commence à recevoir, et que ça veut dire que la requête a été traitée de notre côté serveur. Donc ça, c'est le TTFB, le Time to First Byte. Globalement, il faudrait que ça tourne autour de 200-250 millisecondes. Alors si c'est moins, c'est encore mieux. Et enfin voilà, autour de 200 millisecondes, Google, ils sont contents, ils considèrent que le site tient la route et qu'ils vont pouvoir envoyer du trafic. Dès qu'on a une petite dégradation du TTFB, que ça dépasse les 250 millisecondes, clairement, on voit dans le référencement chez Google que c'est plus tout à fait la même histoire et on a beaucoup moins de trafic qui nous arrive parce qu'on est moins bien référencé.
Donc c'est vraiment une métrique importante pour nous. Et dans les sites de médias, d'actualité, il y a des moments un petit peu bizarres où d'un coup il y a une actualité et tout le monde vient sur votre site. Alors c'est principalement lié au fait qu'on fasse du push sur du mobile. Du coup, tout le monde reçoit en même temps une information comme quoi il y a eu une actualité précise. Tout le monde, comme personne n'a jamais rien à faire, tout le monde clique sur ce lien en même temps et tout le monde arrive en même temps. Donc typiquement, on est capable de faire x2, 2,5 et plus sur certaines actualités en moins de 30 secondes et 1 minute. Donc, quand on prend un pic de charge, pour le coup, on prend vraiment un pic de charge. Donc ça, c'est une autre contrainte qu'on a dû prendre en compte dans l'architecture. Ce sont des choses. Alors moi, je viens de l'informatique de gestion entre guillemets, et j'ai jamais vécu ce genre de contraintes. On dit toujours qu'on va faire de la haute disponibilité et de la performance. En pratique, c'est jamais vraiment utile. Et là, pour le coup, j'avais vraiment accès à un projet qui me demande de faire ça. Alors, petit disclaimer, tout ce que je vais dire dans ce talk, ça s'est appliqué parfaitement au métier d'Ouest France, qui est un site de médias. C'est pas pour autant qu'il faut tout prendre pour argent comptant, et ça va pas forcément s'appliquer chez vous. On a des contraintes particulières, on peut dégrader certaines choses qu'on peut pas forcément faire dans le bancaire. Il y a des transactions, nous on a très peu, on fait beaucoup de read, très peu d'écriture. Voilà, c'est des problématiques qui sont vraiment différentes dans chacun de vos projets, donc prenez pas tout pour argent comptant. C'est juste qu'on a rencontré un certain nombre d'écueils quand on est passé dans le cloud, dans Kubernetes, dans plein de choses comme ça, où finalement, je pense que ça peut vous être utile d'avoir les problèmes qu'on a eu en tête. Deuxième petit disclaimer, globalement, ne copiez jamais, si vous avez des problèmes de performance et que vous cherchez sur Stack Overflow, ne copiez jamais les configurations qu'ils vous disent. Ça a marché peut-être en 2014 sur des machines, mais aujourd'hui, les kernels, ils ont évolué, les CPU ont évolué, la RAM a évolué. Ça ne marche pas. Globalement, il faut lire la documentation et comprendre ce que vous faites. Ça vous évitera de faire des bêtises et ça vous permettra de mieux diagnostiquer les problèmes que vous allez rencontrer. Car vous allez en rencontrer, c'est une longue route compliquée. Alors, pour la partie haute disponibilité. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment être disponible 24/24. Et pour autant, le métier, il dit quand même qu'il aimerait bien avoir des nouvelles fonctionnalités. Alors, parce que s'il voulait toujours ne pas faire évoluer le produit, finalement, ce serait facile, on aurait fait une map et puis on aurait été tranquille. Sauf qu'en problème, c'est qu'ils veulent faire évoluer régulièrement, très régulièrement, le produit pour l'améliorer en permanence. Donc, il y a un peu une contradiction sur le fait qu'on va devoir, d'une manière ou d'une autre, arrêter notre version N-1, mettre la version N+1, sans que ça soit visible pour les utilisateurs, sans qu'il y ait de rupture de service. Donc c'est là où on parle de zéro downtime. Vraiment, c'est là où c'est le 99,99999 là, la chose derrière laquelle on court le plus possible, c'est de jamais s'arrêter. Alors déjà, soyons clairs, si vous voulez faire de la haute disponibilité, vous allez devoir mapper très souvent. On va voir pourquoi juste après. Si déjà vous n'avez pas du code de très bonne qualité, globalement c'est mort, parce que mapper plein de fois c'est déjà compliqué, alors si vous devez mapper et faire des rollbacks en permanence, ça devient vraiment l'enfer. Donc c'est important d'avoir une bonne démarche en amont par rapport à ça. On va voir aussi que c'est important de réfléchir à la tolérance à la panne, et du coup d'être vraiment résistant et que la mise en prod ce soit quelque chose de facile et de robuste, qu'il n'y ait pas de surprise. Alors chez Ouest France, du coup, j'en parle vite fait, on a mis en place une démarche de software craftsmanship. Ça passe principalement par des relectures et beaucoup de tests automatisés et beaucoup de CI, ce qui nous garantit déjà une bonne stabilité de notre plateforme. Je pense que si vous n'avez pas ça, en fait, vous ne pourrez pas vous concentrer sur les problèmes de haute disponibilité liés à la mise en production. Vous aurez trop de problèmes à gérer dans votre code et ça sera pas très viable. Alors, il y a plusieurs patterns pour faire de la haute disponibilité. Le premier, le plus connu, c'est le blue-green, le AB. Vous mettez deux couleurs et on alterne. L'idée, c'est que tout le trafic qui rentre sur un load balancer, qui prend donc toute la charge, il y a la version courante qui est installée en bleu. Tout le trafic du load balancer est redirigé vers cette version. On installe une nouvelle stack complète avec tous les services de la nouvelle version. On peut l'ouvrir à des gens en interne, il y a un petit peu de recettes, de validation. Une fois que tout le monde est content, on bascule d'un coup tout le trafic sur la version verte. Et du coup, sans rupture de service, puisque les requêtes elles ont fini de s'exécuter sur la bleue et les nouvelles
passe sur la verte, on a fait une mise en prod. Donc ça, c'est pas mal. Alors c'est ce qu'on fait actuellement chez Ouest France, mais c'est plutôt une étape intermédiaire. Le problème de ce truc-là, c'est que le vert, aujourd'hui, quand on l'allume, enfin quand il prend la charge, il prend 100% du trafic d'un coup. Alors autant dire qu'il faut que ça soit un petit peu robuste et que ça encaisse la charge au démarrage, parce que sinon, vous avez basculé, vous avez craché la version verte, la nouvelle version, et puis là, il faut rollback sur la version bleue, et on n'a pas beaucoup avancé. L'autre solution, c'est la même chose qu'avant, c'est le Canary Deployment, sauf qu'on va ouvrir progressivement le load balancer pour envoyer une toute petite partie du trafic. On va prendre par exemple 5% du trafic de la version précédente et on va l'envoyer sur la nouvelle version. Si ça ne marche pas, globalement, il y a les 5% là qui ont éventuellement des problèmes et ça ne va pas pénaliser la totalité de mon trafic. Ça a quand même un problème de mise en place, c'est que du coup, si on ne veut pas que les utilisateurs ils switchent entre la version N-1 et N+1, il va falloir mettre du sticky session pour que les utilisateurs, les 5% qu'on ait choisi d'aller sur la nouvelle version, ils aillent toujours sur la nouvelle version et qu'ils ne rollback pas en permanence. Sinon, ça fait des effets un peu bizarres. Ça, c'est vraiment ce vers quoi on veut se diriger, mais ça demande un peu plus de mise en place au niveau de l'infrastructure, et du coup, on va y arriver, mais c'est un peu plus long. Pour la petite histoire, ça s'appelle le Canary Deployment, juste parce qu'on mettait, c'est en hommage à la région du Nord, auquel j'ai passé beaucoup de temps. Les mineurs mettaient un petit canari au bout d'un bout de bois quand ils descendaient dans la mine, et si le canari commençait à pas se sentir bien, c'est probablement qu'il manquait d'oxygène, qu'il allait avoir des problèmes, et du coup, ils avaient tué un canari, mais eux n'étaient pas morts. C'est un peu le même principe. L'idée, c'est de tuer peut-être 5% d'utilisateurs qui ne vont pas pouvoir avoir leur requête bien servie, mais pas la totalité de la prod. Et il y a un autre truc. Quand on est passé sur Kubernetes, on a décidé au début d'utiliser toutes les fonctionnalités de Kubernetes, c'est le rolling upgrade. Alors, rolling upgrade, c'est une promesse plutôt séduisante. On installe une version, une V1, on l'a installée 2 fois ici. Et automatiquement, on dit à Kubernetes, voilà, il y a une nouvelle image Docker qui est disponible pour ce truc-là, ce serait cool que tu me l'installes. Et automatiquement, lui, il va démarrer une nouvelle version. Quand elle est disponible, la V1 et la V2, elles vont prendre 50% du trafic. Il va tranquillement étendre la V1. Là, on a un état stable où on a les deux versions. Et après, il va démarrer une nouvelle version de la V2, histoire d'avoir le réplica qui va bien. Et une fois que tout est OK, il éteint la V1. Et à la fin, j'ai mes 2 versions qui se sont progressivement démarrées. J'ai jamais été en sous-capacité. J'ai toujours eu au moins deux instances de mon service. Du coup, je me suis assuré ce truc-là. Donc ça, c'est ce qu'on faisait au début. Ça posait des problèmes parce qu'on ne pouvait pas valider manuellement la nouvelle version, et du coup, on a préféré revenir sur la AB. Mais dans tous les cas, en fait, ce mode de déploiement là, on est obligé de faire ça si on veut faire du continuous, du zero downtime. Par contre, ça introduit le fait qu'à un moment, il y a 2 versions qui vont cohabiter. Et 2 versions qui cohabitent, c'est pas forcément simple. Ça veut dire qu'il y a des versions qui doivent cohabiter, qui doivent savoir gérer qu'elle a plus de données que l'autre qui ne doit pas connaître les nouvelles colonnes, tout ça. Il y a un pattern, globalement, c'est qu'on va déployer en plusieurs fois. L'attention qu'on doit porter sur le fait là, que les choses vont cohabiter, c'est notamment sur tout ce qui est pérenne dans le cycle de vie de votre application. C'est pas parce que je redémarre des services que la base de données, je vais la redémarrer. Le système de messaging, je ne vais pas le redémarrer, votre RabbitMQ, votre broker, quel qu'il soit. Les API dont vous dépendez, elles ne vont pas forcément redémarrer en même temps. Et les caches, ils vont contenir de la donnée qui est liée à la version qui les a produits. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une évolution, vous devez vous poser la question de comment je vais être rétrocompatible dans chacun de ces éléments-là. Alors, c'est très intéressant intellectuellement, mais c'est beaucoup d'efforts. Donc, c'est plus facile de faire plein de petites MEP où on se concentre sur un élément plutôt que de faire des grosses MEP fonctionnelles qui contiennent beaucoup de choses, où du coup, la rétrocompatibilité, on doit la gérer sur plein de domaines. Alors, le pattern, il est simple. Globalement, on fait une première MEP de préparation. On va préparer le fait qu'il y ait une nouvelle donnée qui va s'ajouter. Il y a une phase où les 2 versions vont cohabiter et une dernière MEP où on va faire la reprise et le nettoyage des données éventuelles sur la période transitoire où il peut y avoir des données qui ont été dégradées. Donc si je prends l'exemple de l'ajout d'une colonne, par exemple si dans notre cas là on avait un article,
Au début, on avait mis l'auteur en texte directement dans la table article, et finalement, on se dit que c'est pas un bon pattern, on veut l'externaliser dans une table à part. Eh ben, je suis obligé d'avoir une étape intermédiaire, qui est celle-là, où globalement, la version, elle doit être capable d'alimenter autant le champ auteur pour que la version précédente, eh ben, elle ait bien son champ auteur et qu'elle sache vivre correctement. Et elle doit préparer le futur en alimentant cette table-là, et pour que la prochaine fois, en fait, on soit capable de supprimer cette colonne-là et que ça puisse continuer à vivre. Alors déjà, vous voyez que pour rajouter une colonne, enfin pour refactorer une colonne, parce que l'ajout globalement ça marche bien, pour refactorer une colonne, on est déjà obligé de faire 3 MEP. Donc il va falloir quand même envisager d'avoir un cycle de delivery relativement fréquent et sur lequel vous êtes plutôt à l'aise parce que vous allez en faire beaucoup. Si vous en faites pas beaucoup, eh ben, vous oubliez de supprimer la colonne là et vous vivez pendant des mois, pendant des semaines, avec une étape intermédiaire où vous avez des données des deux côtés. Et du coup, si à un moment il y a eu un déphasage entre ces deux colonnes-là, du coup vous avez une grosse phase de reprise pour recopier la donnée auteur dans la nouvelle colonne. Donc c'est pas forcément simple. Alors quand on a dit ça, on se dit c'est cool, finalement, ok, c'est un peu d'exercice tout ça, mais globalement, le pattern il existe, si on se concentre, on va y arriver. Eh ben, on va y arriver, c'est ce qu'on s'était dit. Et en fait, on a eu un petit problème. Chez West France, on n'utilise pas d'ORM ni Bernet pour faire des requêtes en base de données. C'est pas le sujet, mais du coup, globalement, on récupère la valeur de la base de données, qui est une string, qui est le device pour laquelle la page a été créée. Et au début, on avait deux champs. C'est deux constantes, desktop et mobile, qui étaient les deux seuls types de pages qu'on était censé créer. Et du coup, forcément, on avait oublié les apps mobiles. Du coup, on a rajouté ce champ, app mobile. Et bien, ce petit champ-là qu'on a rajouté, une constante qu'on a rajoutée, on n'avait pas prévu, mais en fait, ça a complètement pété la version N-1. Et en fait, parce qu'on a dit qu'on voulait être rétrocompatible. Mais en fait, il ne faut pas oublier que la version N-1, elle doit être aussi capable d'être upward compatible, c'est-à-dire d'être capable de vivre avec des choses qui ne sont pas à elle. Ça veut dire qu'une donnée qu'elle ne connaît pas, ça ne doit pas la faire exploser en vol. Elle doit l'ignorer. Donc typiquement, la nouvelle constante, là, elle ne savait pas la désérialiser. En Java, quand on fait un value of d'une valeur qui n'existe pas, on a une runtime exception. Donc en plus, on ne la voit pas quand on code, donc on s'est bien fait avoir. Et ça fait exploser le truc. Donc ça veut dire qu'on doit bien prévoir les cas où on va avoir des données qui sont invalides pour notre version, en fait. Alors c'est vrai en Java dans ce cas-là, c'est aussi vrai quand vous désérialisez des payloads, que ce soit du JSON, du XML, vous pouvez avoir des morceaux du payload que vous ne savez pas gérer. Donc il faut savoir les ignorer proprement et que ça ne dégrade pas le reste du rendu de votre page. Alors, bon voilà, finalement, de fil en aiguille, on arrive maintenant à faire un peu de continuous delivery, mais surtout des mises en prod sans s'arrêter en faisant de la rétrocompatibilité, donc ascendante et descendante. Et finalement, maintenant, ça marche à peu près. L'autre truc qu'on a vu là, c'est les bursts où à un moment où il y a une actualité forte, là, il y a tout le monde qui vient sur le site et il faut qu'on sache répondre à tout le monde correctement et toujours aussi rapidement. Parce que d'ailleurs, s'il y a tout le monde qui vient, c'est probablement que Google est en train de regarder la page, donc on a aussi encore plus besoin de lui servir des pages rapidement, pour que ce soit encore plus content et qu'on ait encore plus de monde. On se tire un peu une balle dans le pied, mais c'est vraiment ce qu'on veut. Donc c'est gérer les bursts. Alors moi je ne connaissais pas, et j'ai découvert un super outil qui s'appelle Varnish. Donc c'est un cache HTTP. C'est un binaire, ça fait 2,6 mégaoctets, c'est écrit en C. On a fait des tirs de perf dans une phase de POC. Globalement, ça gérait 6000 requêtes secondes où le message qui était renvoyé, la page, elle faisait 1 méga. Ça répondait en 5 millisecondes, ça faisait 16% de charge CPU. Autant dire qu'on s'est dit, on va mettre ça devant, et là, on va être vraiment tranquille, ça va tout absorber. Et en plus, c'est une petite fonctionnalité assez sympa, donc c'est un cache HTTP, on va voir que ça se met au milieu de votre flux de données. Et globalement, s'il détecte que vous, derrière, votre application Java, elle n'est plus disponible, il va servir les pages qu'il avait en cache. Alors, ce ne sera pas de la donnée fraîche, mais il ne va pas dégrader. En fait, l'utilisateur, derrière, il ne verra pas que votre service il est mort. Donc, ça rajoute une petite sécurité intéressante, surtout dans une phase où vous démarrez. Enfin, vraiment, quand on a vu ça, enfin, moi, quand j'ai découvert ça, c'était déjà utilisé chez West France, et quand je l'ai découvert, je me suis dit, ça peut vraiment être sympa, quoi.
Donc globalement, ici, c'est le poste du client, donc le mobile, le desktop, qui vient consulter le site. On a mis Varnish au milieu, et là, c'est notre serveur qui sert les pages. Varnish, il voit toutes les requêtes arriver. S'il n'a pas la donnée, il va la demander au serveur, et quand il a la réponse, il la renvoie au client. Ce qui est assez sympa, c'est que s'il y a 1000 personnes qui viennent d'un coup, parce qu'il y a cette actualité un peu chaude qui intéresse tout le monde, Varnish, il va faire tampon. Il va prendre les 1000 requêtes, il va en laisser passer une seule, qu'il va envoyer au serveur, et une fois qu'il a eu la réponse, globalement, les 999 autres qui étaient arrivés après et qui attendent, on leur sert la même page. Donc c'est plutôt cool aussi pour absorber énormément de charges. Lui, il est là, il fait vraiment ce pourquoi il est fait, il est très très fort pour ça, pour canaliser le flux, et puis finalement, il filtre, et on n'a qu'une requête à gérer derrière. C'est-à-dire que la charge derrière, elle est vraiment adoucie. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, et puis à un moment, il y a eu un petit souci. En fait, moi j'ai découvert que globalement, ce qui est cacheable en fait en HTTP, il y a les headers, cache control et tout ça, c'est tout ce qui est public. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème à resservir aux 1000 personnes la même page parce qu'elle est marquée comme publique. Elle ne contient pas d'informations liées à l'utilisateur. Pareil, elle ne tient pas d'informations liées à un cookie. Si elle tient des informations liées à un cookie, le cookie il vous est propre, du coup il va savoir qu'il ne va pas pouvoir la partager. Et donc, ce qui se passe, c'est que si les 1000 connexions sont arrivées, finalement la requête qui revient du serveur pour la première utilisateur, il se rend compte qu'elle n'est pas partageable avec les 999 autres personnes. D'un coup, il ouvre les vannes et les 999 connexions qui étaient tranquillement en attente à l'extérieur, elles vous arrivent d'un coup chez vous. Donc forcément, ça ne marche pas. Enfin, on n'avait pas trop prévu ça. On n'avait pas prévu ça, notamment parce que, à cause d'une conf obscure de Symfony, on utilise un frontal Symfony PHP pour rendre les pages. Quand on demande la page du Mont-Saint-Michel en Bretagne, je schématise, globalement on avait une erreur 500 et dans Symfony, les erreurs 500, elles sont envoyées avec un header un peu spécifique qui est le cache control no cache. En gros, on dit au système de cache, ne cache pas cette réponse. Et ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que globalement, si vous n'arrivez pas à rendre cette page-là pendant ce moment, là il y a eu une erreur, il faut quand même peut-être cacher cette réponse, histoire que vous n'ayez pas les 999 autres requêtes. Parce que probablement que les 999 autres requêtes, en plus de créer la charge qui va vous faire un 503 service unavailable, elles vont dans tous les cas quand même renvoyer cette erreur 500. Et donc ça, je vous le dis, parce que vous aurez peut-être l'occasion de le découvrir, ça s'appelle le mécanisme de hit for pass. Et en fait, c'est Varnish, il y a un petit VCL, un petit langage de description de la configuration. Et c'est cette ligne-là qui est tranquillement ici, qui dit s'il y a un set cookie ou un cache control avec globalement quelque chose qui dit de ne pas cacher, pendant 120 secondes, il va marquer que cette URL, elle n'est pas cachable. Et donc tout le trafic qui arrive dessus, il est tranquillement envoyé au serveur derrière. Même si le serveur derrière, pour la page d'après, il dit qu'elle est cachable, lui, il a marqué pendant 120 secondes, je ne cache plus rien. Donc si sur votre page de une, il y a un moment, pour une raison inconnue, vous renvoyez no cache, vous n'avez plus de cache de premier niveau qui fait. Alors pour la petite histoire, ça on l'avait rencontré au POC quand on a fait la préparation en janvier, et on l'a revécu mardi dernier en faisant une mise en prod. Sachez que Spring Security, quand vous l'ajoutez à votre applicatif, en fait, toutes les pages qui sont protégées ou sur lesquelles il applique de la sécurité, il rajoute ce cache control no cache. Donc mardi, on a fait une map et on a désactivé tout le cache Varnish de la prod. La bonne nouvelle, c'est que ce coup-ci, ça a tenu. Donc finalement, on a testé sans cache, ça marche aussi. Alors qu'on fait du microservice ou au moins des architectures orientées services, ce qui va être important, c'est quand même tout le réseau et la latence réseau. Donc c'est quelque chose sur lequel on a dû se pencher aussi à un moment pour optimiser un peu les performances. Notamment parce que nous, nos microservices, nos services, ils font transiter énormément de données textuelles. Les journalistes, ça écrit beaucoup de texte. Du coup, nos payloads JSON contiennent tout l'article, et l'article, c'est des gros paquets de données à remonter. Au début, on était chaud et tout, on voulait faire du HTTP2, donc il a été présenté durant le WiseCamp, mais globalement, il y a la compression pour tout le monde, le multiplexing, on va ouvrir qu'une socket.
Ça, c'est vraiment les deux trucs en termes de performance qui nous intéressaient. Bon, c'est disponible vraiment à partir de Java 9 de manière native. On n'a pas voulu faire le pas encore, ni mettre des librairies tierces. Donc on s'est dit, c'est pas très grave, on va faire du HTTP1, bien senti, avec une bonne gestion du keep alive, histoire de ne pas réouvrir les sockets en permanence, de les partager. On va quand même économiser vraiment le nombre de tuyaux qu'on a à ouvrir. Et avec gzip, en activant gzip, on va pouvoir récupérer le gain sur le volume des payloads, à peu près équivalent à HTTP2. Gzip, globalement, sur des payloads JSON, il ne faut pas hésiter à le mettre. C'est un algorithme de compression qui, sur du texte, est très très performant. C'est de l'ordre de 4 à 10 le taux de compression. Et du coup, en utilisant très peu de CPU, vous économisez beaucoup de réseau. Donc c'est assez intéressant. Donc on utilise Spring pour la partie Java et on a regardé pour activer tout ça. Globalement, le REST template de Spring le propose pas et du coup il faut mettre une librairie tierce et HTTP Component, donc qui est fournie par la fondation Apache, propose ce genre de choses. Et notamment il y a un connection manager qui est vraiment pas mal, je vous le recommande. C'est le pooling HTTP Client Connection Manager. Par défaut, lui, il active automatiquement le gzip. Il a un système d'auto-retry où s'il a des IO exceptions qui ont été lancés, il va éventuellement faire du retry parce qu'il considère que c'est une erreur réseau un peu moisie et que gratuitement pour vous, il va faire au moins un retry, histoire que vous n'ayez pas à le gérer pour vous. Ça gère le keep alive et ça de manière thread safe, c'est-à-dire qu'il va ouvrir une connexion dans un thread et puis un autre thread sera capable de le réutiliser. Donc il y a vraiment un gros partage de connexions et du coup, là, on gagne vraiment en nombre de connexions qu'on va ouvrir sur nos services en dessous. Et il a un pool de connexions, c'est-à-dire qu'il aura toujours une dizaine, par exemple, de connexions d'ouvertes, donc il n'y a pas la latence d'ouverture de connexion au début. Quand on a vu ça, on s'est dit, ça va bien marcher. Et ça marche plutôt bien quand on teste sur notre poste, c'est plutôt cool. Et après, on est en prod, et forcément, on n'a pas trop lu le manuel, enfin, on l'a lu pour configurer les trucs de base, mais ce qu'on n'avait pas vu, ils disent globalement que, bon, pour beaucoup d'applications réelles, dignes de ce nom, ça va pas marcher si on ne reconfigure pas. Parce que globalement, il ouvre 2 connexions par host, par destination. Et dans tous les cas, il ne fera jamais plus de 20 connexions en parallèle. C'est-à-dire que si vous, votre serveur, vous voulez qu'il gère 200 connexions en parallèle, il ne pourra en faire que 20 en dessous. Donc il y a un petit problème. Alors, n'oubliez pas, du coup, donc vraiment ce client, il est vraiment chouette, il fait vraiment beaucoup de choses. Par contre, il faut vraiment tuner le nombre de connexions que vous autorisez en dessous. Alors donc maintenant ça va, ça marche bien et on est vraiment satisfait de ça. Par contre, le jour où ça n'a pas marché, le fait qu'il ne puisse pas traiter les 200 requêtes qui lui arrivent au-dessus, parce qu'il n'y avait pas assez de connexions pour aller en dessous, ça crée un truc, ça crée des ralentissements. Et notre page qu'on servait habituellement en 200 millisecondes, on passait à beaucoup plus. Et donc on a ce à quoi je veux en venir, c'est qu'il va falloir penser que votre application, globalement, elle ne marchera pas. Il y a un moment où, soyez sûr, ça ne marchera pas. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous penserez jamais à tout. Donc il va falloir gérer le cas où un des services en dessous dont vous dépendez ne marche pas. Alors, pour information, juste pour que vous ayez une idée, en 20 millisecondes sur un serveur Tomcat, on gère 10 000 requêtes par serveur. Et puis dès qu'on rajoute un petit peu de latence, genre on n'est plus qu'à 1 seconde pour gérer une requête, on ne peut plus gérer que 200 requêtes par seconde. Et quand on arrive à 30 secondes, et ce chiffre de 30 secondes il est important, on ne peut plus gérer que 6 requêtes par serveur. Alors 6 requêtes par serveur et par seconde, si vous voulez en encaisser dans les 300 par seconde, il va vous falloir beaucoup de serveurs Tomcat. Donc non seulement la performance elle sera mauvaise pour la page, le service rendu, et en plus vous devez avoir une grosse infrastructure. Alors on est dans le cloud, ça autoscale, mais pas comme ça. 30 secondes, je le mets juste parce que globalement tous les timeouts par défaut dans le monde Java et même dans le monde Unix, c'est souvent entre 60 et 1 minute, entre 30 secondes et 1 minute. Ça veut dire que si vous faites rien, que si vous ne configurez pas les timeouts, voilà. Le nombre de requêtes que vous êtes capable de gérer si vous ne mettez pas timeout et que vous commencez à servir les pages en 30 secondes, c'est à peu près ça, alors que si vous allez bien, c'est ici. Donc, pour chaque outil que vous allez utiliser, qui va se connecter à quelque chose, qui va faire un traitement, c'est obligé, si vous voulez être performant, et si vous ne voulez pas qu'un des services du dessous vienne à pourrir vos performances,
vous êtes obligé de configurer des timeouts. Alors là, je vous le montre, c'est globalement ce qu'on a fait pour le pooling HTTP qu'on utilise, HTTP Component. Globalement, il faut setter des timeouts plutôt bas, plutôt agressifs, histoire que globalement, en fait, dans 99,9999% des cas, en interne, chez vous, ça va se passer très très bien. Donc, il ne faut pas hésiter à setter des timeouts assez agressifs. Parce que globalement, si en 10 secondes, vous n'avez pas réussi, en 10 millisecondes, c'est des millisecondes, pardon, vous n'avez pas réussi à ouvrir une socket sur un truc qui est en LAN avec une fibre qui se connecte à la baie d'à côté, en 10 millisecondes, si vous n'y arrivez pas, globalement, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas hésiter à mettre des timeouts assez agressifs. Et le socket timeout là, de 1 seconde, c'est globalement le temps qu'on va laisser à un service en dessous pour répondre. Déjà, s'il prend 1 seconde, nous, notre objectif de TTFB, c'est 250 millisecondes. Donc déjà, on a perdu 750 millisecondes. On est déjà 750 millisecondes au-dessus. Donc voilà. Après, c'est du tuning, c'est de la réflexion selon votre métier, mais il va falloir vraiment... si vous voulez vraiment tenir une charge et gérer le fait que ça ne marche pas, il va falloir vraiment mettre des timeouts. Donc c'est vrai pour les connexions aux API REST, c'est vrai pour les connexions à la base de données, c'est vrai pour les connexions à un cache Redis ou ce genre de choses. Si ça ne répond pas, il faut tout de suite faire quelque chose. Il ne faut pas attendre longtemps. Et alors, chez West France, on a une particularité, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est servir du contenu. Alors, le plus important dans la page, quand l'utilisateur vient, il veut voir l'article. Alors, le truc sur lequel on ne peut pas transiger et où on va être obligé de laisser du temps, c'est pour récupérer le contenu. Ça, même si c'est lent, on ne peut pas servir une page à un utilisateur qui vient voir un article sans l'article. Et puis après, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait la pub, parce que la pub, c'est ce qui nous rémunère quand même, donc il va falloir laisser un peu de temps. Mais c'est déjà moins important. Et puis, ça serait bien qu'il ait la météo. Et puis, ça serait bien qu'il y ait des liens vers les services annexes de West France pour faire un peu du maillage, ce genre de choses. Mais tout ça, ça serait bien, en fait. Et du coup, si notre objectif, nous, chez West France, c'est vraiment la performance pour la performance, eh ben, si les services annexes pour faire du maillage, ils ne sont pas disponibles, peut-être il faut mieux accepter de dégrader l'expérience de l'utilisateur. Ok, il y a peut-être quelques pages qu'on ne va pas rendre avec ces liens externes. Par contre, il aura quand même une expérience plus agréable parce qu'il aura eu la page rendue dans un délai acceptable. Ça, c'est important. Ça marche chez West France. Si vous faites des transactions bancaires, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à côté desquelles vous ne pourrez pas passer. Vous ne pourrez pas forcément dégrader l'expérience utilisateur. Et donc c'est bien là où il faut comprendre que chaque métier a sa spécificité et vous devez comprendre ce que vous pouvez vraiment dégrader. Faites pas ça sur un système bancaire. Alors la tolérance à la panne. C'est savoir vivre avec un microservice, un service du dessous qui n'est plus vraiment disponible. Globalement, nous, on est parti sur Kubernetes et sur la containerisation parce qu'on a prévu de faire de la scalabilité horizontale et du coup, normalement, ça se passe bien. Alors, ce qui est très important, déjà, si vous voulez faire de la scalabilité horizontale, c'est que votre application, elle soit stateless. C'est-à-dire que si elle meurt, globalement, elle n'emporte rien avec elle. Il faut vraiment que ce soit un poisson rouge et qu'elle n'ait pas de mémoire, qu'elle n'ait pas des informations, qu'elle soit la seule à contenir. Alors stateless, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'état dans votre système, c'est-à-dire que l'état, il est persisté soit en base de données, en base de données globalement, c'est la seule chose qui est vraiment pérenne dans le temps. Ou alors, la session, l'état, il est côté client en JavaScript, dans le local storage, ce genre de choses. Donc déjà, si vous ne faites pas ça, globalement, la tolérance à la panne, elle ne sera forcément pas efficace, parce que si vous perdez un conteneur, vous perdez aussi une partie des données que vous ne saurez pas retrouver. C'est assez important d'envisager la tolérance à la panne parce que Kubernetes, donc globalement, on instancie des conteneurs. Ça s'appelle l'unité dans Kubernetes, pour parler de ça, c'est les pods. Et Kubernetes, globalement, il fait une abstraction. Il faut imaginer que vous avez plein de VM sur lesquels il y a Kubernetes et Docker qui sont installés. Et lui, il passe son temps en fait à optimiser ça et il dit ce pod-là, il a l'air de marcher plutôt bien, mais il y a un peu plus de place de CPU et de RAM là-bas. Du coup, je vais le déplacer sur un autre nœud. Donc un autre nœud, il va l'arrêter, il va en démarrer un nouveau, histoire que les deux existent, et puis une fois que le deuxième est démarré, il va éteindre celui de l'ancien nœud, de l'ancienne VM. Et globalement, voilà, c'est relativement soft. Vous êtes toujours en surcapacité, vous n'êtes jamais en sous-capacité,
Il ne drop pas un pod et il ne le crée pas après. Il le fait dans un sens où ça se passe bien. Ça se passe bien, sauf qu'en fait, quand vous êtes dans le cloud, Kubernetes, il n'est pas tout seul à vouloir optimiser un peu ce genre de choses. Donc nous, je vous l'ai dit, on est chez Amazon, et les data centers Amazon, ils ont tous 3 zones qui sont A, B, C. C'est-à-dire que même dans un même data center, à Francfort par exemple, il y a 3 zones, où il y a 3 mini data centers à l'intérieur du data center, histoire qu'on ne puisse pas perdre la totalité des VM qui seraient dans ce data center. Ils sont eux-mêmes isolés, il y a de la réplication, ce genre de choses. Et Amazon, du coup, quand vous démarrez plusieurs instances des EC2, qui sont les VM Amazon, il essaye de faire en sorte que globalement, vous ne mettiez pas tous vos œufs dans le même panier et que vous n'ayez pas toutes vos instances, toutes vos VM qui soient sur dans la même région A, par exemple. Parce que si celle-là, elle crache, vous perdez la totalité de vos VM et du coup de vos conteneurs. Et du coup, quand Amazon il décide de rééquilibrer les zones, c'est-à-dire de faire qu'il y a à peu près le même nombre de VM qui soient démarrés dans chaque zone, il oublie, volontairement ou involontairement, je ne sais pas, de prévenir Kubernetes. Ce qui fait que vous perdez un nœud EC2, donc c'est ce qu'on voit là. Globalement, c'est le message qu'on a vu a posteriori. Il nous dit, là, il y a un peu trop de nœuds dans la zone A, je vais leur rajouter et les déplacer dans la zone C. Sauf que du coup, tous les conteneurs qui étaient sur cette VM-là, ils ont disparu d'un coup. Parce qu'Amazon, il ne prévient pas forcément aussi bien que Kubernetes. Enfin, il ne prévient pas aussi bien que Kubernetes. Et du coup, on a perdu globalement tous les pods qui géraient le front. Donc, d'un coup, il y a eu un petit couac et un petit ralentissement sur le service rendu. Alors pour pallier ça, il y a quand même quelque chose. Alors ça existe dans Kubernetes, ça s'appelle le pod anti-affinity, mais c'est quelque chose qu'il va falloir aussi réfléchir. Enfin, ça existe aussi dans Swarm, dans tous les orchestrateurs de conteneurs. Les orchestrateurs, ils sont un peu bêtes en fait. Ils prennent des conteneurs, on lui dit tu déploies ce conteneur, ils le mettent à la suite, là où il y a de la place, et globalement, ça fait relativement bien le job. Sauf qu'on peut leur dire aussi, ne mets pas ce pod-là, ce conteneur, au même endroit que ce conteneur. Et en gros, il va falloir séparer un petit peu les typologies de vos conteneurs, histoire qu'ils soient répartis sur plusieurs VM, histoire que si vous perdiez une VM, vous ne perdiez pas la totalité du même type de service. Nous, tous nos fronts de PHP, maintenant, ils sont répartis sur plusieurs machines. Ce qui fait que si Amazon fait du rebalance des nœuds EC2, globalement, on ne perd pas tous nos pods PHP. On en perd un, on sait vivre avec un de moins, et du coup, ça se passe mieux. Ça se passe mieux, et en plus, il y a quand même une feature plutôt chouette dans Kubernetes, c'est ce qu'ils appellent le auto-healing. Ça soigne tout seul. C'est la promesse que globalement, Kubernetes, il monitore vos conteneurs. Donc, il y a des mécaniques, je vais les exposer. Et globalement, s'il voit que ça ne se passe pas très bien pour le conteneur, il ne s'embarrasse pas. En fait, maintenant, ça ne coûte rien de démarrer un conteneur. Du coup, il le redémarre un côté, il le drop, et puis voilà, généralement, une petite fuite mémoire en Java, c'est pas grand-chose, on redémarre, et puis ça se passe bien. Donc pour ça, il y a une terminologie dans Kubernetes, c'est les probes, et il y en a de 2 types. C'est important de comprendre vraiment la différence entre les deux. On a mis du temps à vraiment bien cerner le truc. Il y a la liveness probe, qui est quelque chose qui permet à Kubernetes de savoir si votre conteneur il est vraiment en vie. Alors ça veut dire, globalement, pour du Java, c'est est-ce que vous êtes capable de servir une requête. Donc c'est souvent les liveness probes, c'est souvent très bête, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc c'est est-ce que vous êtes capable de gérer une requête, est-ce que vous êtes démarré, est-ce que vous avez encore de la mémoire, est-ce que vous n'êtes pas dans un état où finalement, même si on vous ouvre une socket pour venir vous parler, vous n'allez pas cracher. Pour des raisons plutôt de ressources ou un bug qui fait globalement que vous êtes dans un état un peu en mode panique. Et il y en a une autre, c'est la readiness probe. Alors, Kubernetes, globalement, il faut imaginer qu'il démarre plein de conteneurs, et il y a une couche d'abstraction au-dessus qui est le service. Et comme ça, quand quelqu'un vous consomme, il vous consomme à travers le service, et il y a un round robin qui balance sur tous les pods. Donc la readiness probe, elle sert à Kubernetes à savoir, est-ce que vous êtes capable, à l'instant présent, est-ce que vous avez toutes les ressources plutôt métiers, est-ce que toutes les connexions qui vous sont nécessaires pour être capable de gérer une connexion. Donc nous, on utilise Spring Boot,
qui est pas mal pour cette readiness probe, parce que dedans il y a le actuator, et le actuator else, justement, il fait ça. Il fait, si vous avez une connexion JDBC, il fait un ping régulier sur la connexion à la base de données. Et si vous avez la connexion à la base de données, globalement, la probe, elle va être contente, parce que vous allez renvoyer un code 200. Et si vous avez perdu la connexion à la base de données, parce qu'il y a un problème réseau, votre pod, il va se faire sortir du pool temporairement, il ne va pas être redémarré. Et puis, Kubernetes, il va revenir régulièrement. Et puis, au bout d'un moment, vous allez retrouver le réseau. Vous allez réussir à vous reconnecter à la base de données. Et automatiquement, vous allez revenir pour gérer du trafic. Franchement, ça marche vraiment bien. Sauf les jours où vous êtes sous charge, mais vraiment sous charge. Globalement, un serveur Tomcat, par défaut, ça prend 200 connexions en parallèle. Et les probes, c'est des probes qui viennent en HTTP voir, qui appellent un endpoint et qui demandent alors en fait comment ça va, est-ce que ça va toujours bien. Donc faut imaginer que vous êtes vraiment sous charge, vous avez les 200 threads qui sont utilisés. Donc déjà c'est très compliqué quand même pour vos serveurs, là ils sont vraiment un peu à bout de souffle. Et il y a Kubernetes qui vient et qui fait une requête, il dit tiens en fait est-ce que tu peux me dire si ça va bien. Le problème c'est qu'il y a 200 threads qui sont occupés et il n'y a plus de place pour répondre à Kubernetes. Kubernetes, il n'est quand même pas trop intégriste, il dit je reviendrai dans une seconde. Ah, ça ne s'est pas vraiment amélioré, une seconde après, c'est toujours pas là. Et au bout de la troisième fois, il se dit, quand même, il n'est plus capable de répondre à mes sollicitations pour savoir si ça va. Dans le doute, je le supprime. Du coup, il faut imaginer que toute la charge qui était sur le vélo de droite, elle doit être reportée sur du coup les pods qui ne sont pas encore supprimés. Donc, autant dire que les pods qui sont restants, ils vont prendre encore plus de charge, ils auront encore moins de disponibilité pour répondre à Kubernetes, et c'est infini, et ça crache en permanence. Donc, il y a un vrai système d'auto-healing qui marche vraiment bien, quand ça redémarre vraiment régulièrement. Un peu trop. Et du coup, un petit conseil, toutes les probes, mettez-les sur des ports différents que les probes qui vous servent à rendre votre service. Et ça, c'est gratuit dans Spring Boot. Il y a un management, on peut démarrer le serveur avec le actuator sur un port en particulier. Et celui-là, il a un thread pool à lui, et globalement, il n'y a que Kubernetes qui vient le consommer. Et ça vous sauve pas mal de fois. Enfin, maintenant, ça marche vraiment mieux les probes. C'est vraiment du auto-healing où il n'y a pas de faute positive. Alors, on est dans le cloud, et chez West France, on a vraiment voulu investir. Du coup, on ne s'est pas trop limité, donc c'était plutôt cool. Il y a quand même un moment où on a quand même voulu un peu optimiser la manière dont les nœuds sont gérés dans Amazon, parce que ça coûte quand même sérieusement. Donc, on a commencé à faire un petit peu attention à nos sous et à revoir un petit peu les politiques de comment sont répartis les pods sur les nœuds. Globalement, dans Kubernetes, quand vous démarrez un pod, vous devez dire à peu près combien de RAM vous allez utiliser, combien de CPU vous allez utiliser. Et puis globalement, comme ça, alors c'est vrai aussi dans Swarm et dans tous les orchestrateurs, l'orchestrateur, il voit, oui, là, il me demande 2 gigas de RAM, dans ce nœud-là, il y a la place, alors que dans celui-là, il n'y en a pas. Et si globalement, tous les nœuds ne sont plus disponibles, il va automatiquement provisionner un nouveau nœud, et puis du coup, vous irez sur ce nouveau nœud. Donc c'est plutôt chouette, mais ça veut dire qu'il va falloir réfléchir un petit peu sur les contraintes, sur le sizing de vos pods. Alors ça, c'est notre pod, un de nos pods Java. Donc là, on voit la charge CPU qui est utilisée. Ça, c'est ce qu'on a demandé. Et puis, en gros, on est toujours obligé de mettre une limite, histoire que votre conteneur, s'il se met à délirer, il n'aille pas pourrir tous les conteneurs qui sont sur la VM, parce que finalement, c'est un espace partagé. Donc, il y a quand même des règles à respecter entre les conteneurs. Et ça, c'était, voilà, on voyait globalement, on avait 0,25 de CPU d'utiliser. Donc, on s'est dit, on va pouvoir un peu sous-dimensionner ça, histoire qu'on économise un peu, qu'on puisse bourrer un peu plus de pods sur les nœuds Amazon, et on va économiser un petit peu comme ça. Alors ça, c'est vrai, sauf que en Java, il y a une petite problématique, c'est le démarrage, qui n'est pas aussi fulgurant que d'autres applications. Alors c'est très vrai en Java parce qu'il y a tout le JIT qui va commencer à inliner du code, à compiler du code natif et tout ça. C'est aussi vrai dans les autres applicatifs parce qu'il y a toujours un moment où vous devez charger un minimum de cache local. Il y a toujours la phase de démarrage qui est plus intense que la phase où il y a du run continu finalement. Et donc on n'avait pas vraiment envisagé ça, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a trop descendu les limites. Donc ça a marché très bien dans un fonctionnement de run, sauf que quand il y avait la pod que Kubernetes redémarrait un nœud et un pod et le remettait sur un autre nœud,
lui, quand il démarrait à froid, il se prenait une charge de prod de run complète. Et du coup, en fait, on avait trop baissé les limites, il n'était plus capable. Et donc, il n'arrivait plus à répondre dans les temps, et du coup, Kubernetes le défonçait. Et du coup, enfin voilà, bref, c'est la longue histoire des redémarrages infinis. Ce à quoi je veux en dire, donc déjà il va falloir quand même réfléchir intelligemment à comment vous tunez, et toutes les phases de votre applicatif, elles sont importantes. Il y a autant le démarrage que le run. C'est deux éléments qui vivent vraiment différemment et qu'il va vraiment falloir monitorer. Et il y a vraiment une métrique que j'ai mis un peu de temps à trouver, du coup, mais qui a son intérêt. En gros, quand vous donnez des limites, c'est les limites qui s'appliquent au niveau du C-group dans le kernel. Et quand même, les mecs du kernel, ils ont été sympas. Ils ont rajouté une métrique qui dit le nombre de fois où la limite elle a été atteinte, est vraiment atteinte. Où en fait, où finalement, vous n'avez pas pu faire autant de cycles CPU que ce que vous aviez besoin pour répondre le plus vite possible. Donc, je vous invite à utiliser cette métrique précisément, qui est le nombre de fois où globalement vous avez atteint la limite, et donc votre applicatif est ralenti par les limites de la conteneurisation, parce que vous partagez l'élément avec la VM, avec d'autres personnes. Alors, pour finir, il y a quelques trucs que j'ai appris quand même sur la manière de tuner pour avoir des performances, ce genre de choses. Ben non, finalement, il n'y en a plus. Si. Alors, tuner sans monitorer, c'est interdit. Vous devez monitorer et ensuite vous devez tuner. C'est indispensable de trouver une métrique quand vous allez modifier un réglage, c'est important d'avoir déjà trouvé la métrique sur laquelle ça influe. Typiquement, le truc avec les périodes CPU là où on perd du temps, si on l'avait eu avant, en fait, on aurait pu dès le début voir qu'on n'avait pas forcément bien réglé ce truc-là, quoi. Tuner plusieurs paramètres en même temps, c'est pareil, c'est la catastrophe, parce que en fait, vous bougez plein de trucs et il y a plein de trucs qui bougent, mais vous ne savez pas qui a fait quoi, vous ne savez pas qui la conséquence de quoi, la conséquence, enfin l'œuf, la poule, on ne sait pas dans quel sens ça va. Donc ça devient très très vite illisible et en fait vous perdez du temps et vous n'êtes pas capable de comprendre comment réagit vraiment votre système. Pareil, effectuer un seul run, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée, et en tout cas c'est vraiment une mauvaise idée chez Ouest France, parce qu'on a vraiment des pics d'activité ou des choses assez cycliques, et c'est souvent la conjonction de plusieurs phénomènes qui font que votre système il va mal se comporter. La charge elle s'amplifie à un moment, il y a des effets de résonance qui se créent. Et si vous faites qu'un seul run, généralement, ça se passe bien. Si vous en faites plusieurs, au bout d'un moment, vous êtes capable de tomber un peu plus dans les cas limites. Et c'est vraiment plus intéressant. Et c'est pareil, moi, j'ai arrêté de vouloir simuler un trafic, de faire des JMeter et ce genre de choses. Globalement, maintenant, on ne fait plus que du Go Replay. Le trafic qui est lié à la prod, le trafic vrai, le réel, il n'y a que lui qui est capable de vraiment vous créer vos mécaniques qui font que ça ne marche pas. Simuler avec un JMeter ou ce genre de choses, vous simulez les cas parfaits, et les cas parfaits, ça marche. C'était pas très dur. Une dernière chose, c'est globalement, après chacun des crashs qu'on a pu observer, chacun des problèmes qu'on a eus, on a appris. Par exemple, si je vous demande, là, dans cette image, combien de visages vous voyez, vous allez en voir 1, 2, 3 assez rapidement. Et globalement, on ne va pas beaucoup plus loin. Si, maintenant, là, je vous les montre tous, donc il y en a une dizaine, en fait, il y en a 10 là-dessus. Une fois que vous les avez vus une fois, vous revoyez tous les autres, enfin, vous les revoyez tous maintenant. Il y a plus, une fois que vous avez vu le problème, c'est facile de retrouver la cause. Et ce à quoi je veux venir, c'est qu'après chaque problème, c'est important que vous créez quelque chose, un dashboard, vous trouviez une métrique, quelque chose à monitorer pour que ce problème ne se reproduise plus, vous soyez capable de l'expliquer et de le retrouver s'il se recrée. Les problèmes, on en a eu plein, on s'est retrouvé plein de fois parce qu'ils sont arrivés par d'autres moyens et ce n'est pas forcément prévisible. Et voilà pour moi. Est-ce que vous avez... Pardon. Alors j'ai une longue liste d'autres problèmes, donc je ne sais pas si vous allez trouver dessus. Ouais, merci pour ta présentation, c'était très clair. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de CPU, de RAM qu'il faut pour supporter un tel trafic ? Non. Alors,
Non, parce qu'aujourd'hui, on est... Alors, si vous avez... Je ne sais pas si François Guillaume en a parlé ce matin, mais globalement, on est dans une refonte de la refonte, où on est en train d'inverser les flux de données, ce genre de choses. Donc là, on est vraiment dans une étape transitoire, où il y a finalement beaucoup plus de pods et de conteneurs que ce dont on a besoin. Après, globalement, un serveur... nos serveurs Tomcat, ils ne sont pas tunés avec 4 Go de RAM, ils ont 512 de RAM, et il y en a, il y en a une dizaine, une quinzaine, quoi. Donc voilà, avec ça, on gère le truc. On a plutôt voulu miser sur des petits pods, des petits Java, plutôt que sur des grosses bécanes. Donc voilà, une dizaine fois 512, quoi, globalement. Et les CPU, c'est les machines... je sais plus, c'est les grosses machines d'Amazon où il y a 8 CPU, enfin les grosses, elles ont 8 CPU, donc voilà, et il y en a, je sais pas, pareil, peut-être une dizaine de pods, de nœuds EC2, qui servent autant à Kubernetes pour les masters que pour le monitoring, que pour nos applicatifs. Donc c'est assez difficile, j'ai pas cette métrique. Je travaille un peu avec lui, en fait, les métriques consolidées de Kubernetes, on est à 40% de consommation CPU et RAM. Donc on est vraiment surdimensionné parce que justement on bouge beaucoup de choses en parallèle. On veut pas planter parce qu'on a été rade. Pour l'instant. Oui, juste. Du coup, malgré les plantages, là, la plateforme maintenant, elle est plutôt stable. Tu es plutôt content de la plateforme, de Kubernetes et de tout ça, ou tu penses qu'il y a encore plein de boulot? Alors moi, j'en suis très content. On s'est beaucoup amusé, on a beaucoup appris, et effectivement, finalement, il y a eu des plantages, mais les plantages, ils n'ont pas duré des heures. Vraiment, le auto-healing de Kubernetes, maintenant qu'on le maîtrise, il nous cache vraiment les problématiques qu'on a. On est plutôt content. Il y avait quand même beaucoup d'apprentissage, mais on y arrive maintenant. Et une étape vers laquelle on aimerait se diriger, c'est l'autoscaling. Ça, c'est vraiment une promesse quand on fait de la containerisation. C'est voilà, ça va marcher et pouf, ça va scaler tout seul. C'est pas forcément vrai, surtout parce que nous, nos applicatifs aujourd'hui, font beaucoup d'IO, ils attendent beaucoup d'autres services et du coup, ils font pas beaucoup de CPU. Et par défaut, en fait, ce qui scale vraiment bien dans le cloud, c'est le CPU et la mémoire, qui sont pas vraiment nos ressources critiques aujourd'hui. Du coup, il va falloir que dans une nouvelle version de Kubernetes, on peut lui donner d'autres métriques sur lesquelles il peut s'appuyer pour scaler. Et c'est ce vers quoi on va vouloir se diriger, quoi. Ah, zut, au milieu. Merci, c'était très intéressant. Est-ce que vous êtes serein au point de ne pas avoir d'ingénieur d'astreinte la nuit et le week-end? À titre personnel ou à titre Ouest France? Non, au niveau Ouest France, ouais. Non, il y a des gens. Il y a des gens, mais globalement, quand même, la charge chez Ouest France, elle diminue quand même la nuit. Donc, globalement, les problèmes, on les a souvent vers entre 17 et 20 heures. C'est là où il y a le plus grosse affluence. Notamment parce que tout le monde, sur son mobile, vient consulter Ouest France. Et du coup, là, ça crée beaucoup de trafic. Et il y a des gens qui sont là. Malgré tout, il y a assez rarement des actions vraiment sur la prod où ça s'est jamais résumé à autre chose que finalement on va rajouter quelques conteneurs pour tenir temporairement cette charge et demain on va voir analyser comprendre ce qui s'est passé, ce qui nous a manqué. Ou finalement l'autre truc c'est le auto-healing de Kubernetes qui a redémarré les pods et qui s'est remis d'écart, quoi. Et en plus maintenant, donc il y a quand même des astreintes, hein, mais en plus maintenant il y a le Varnish qui est devant et avec son mode grâce qui serre les pages même si elles sont plus aussi fraîches, qui les sert. Donc même si on a une minute où nous on n'est plus disponible derrière, pour le client, enfin pour l'utilisateur final, c'est invisible, quoi. Mais non. Une autre, c'est juste qu'on passe dessus dans 2 mois, donc j'ai tant qu'à faire. Comment vous avez embarqué les ops? Parce que la façon de superviser de tout, c'est un changement pour tout le monde d'ailleurs, passer de non Kubernetes à Kubernetes. Et à quel moment ils sont embarqués sur la sup, sur tout ça en fait, le fait que ça scale, que ça tue des pods, ils redémarrent et donc. Alors chez Ouest France, c'est pas les ops, les internes de Ouest France c'est pas Ouest France qui a installé son cluster Kubernetes, c'est un cluster managé par un prestataire. Donc ils ont appris depuis longtemps, où il y a eu des formations, ils ont été embarqués pour l'utilisation, mais pas forcément pour la maintenance et
pas vraiment pour la maintenance du cluster. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Et du coup, après, on a appris à réutiliser, on a découvert Prometheus comme base de données, et on a tous les métriques qui nous sont remontées Grafana, via Prometheus, donc dans Grafana. Et après, c'est du monitoring finalement classique où tu n'as plus qu'à chercher dans une liste de 17 000 métriques lequel est intéressant, quoi. Des fois, c'est un peu long et des fois, c'est impossible. Mais voilà. C'est tout. Merci. N'oubliez pas de mettre des gommettes à la sortie, je répète. Ça.